Ok, c'est bon. Allez, on est reparti. On va changer d'horizon puisqu'on va se téléporter à Montbrison. Christophe Basile, son maire, est là pour venir nous parler d'un beau projet avec Kevin Brun, le directeur Action Cœur de Ville de la ville de Montbrison. Je vous en prie, prenez place, messieurs. Et merci d'être venus de si loin aujourd'hui. Donc vous avez un micro, tenez, je vous en donne un second. Voici. Vous allez nous parler d'un projet de requalification aussi, là, d'un ancien site industriel, le site GG. Alors, peut-être d'abord, monsieur le maire, alors, on va arriver à votre présentation. Et je vous laisserai ensuite défiler. Voilà. Peut-être, monsieur le maire, quelques mots sur votre ville. Expliquez-nous un petit peu. Alors d'abord... Ah, il faut, oui, voilà. Tout ça. Alors d'abord, qui connaît Montbrison? Pas beaucoup de doigts levés, hein. Qui connaît la Loire? Le département. Et j'ai fait exprès, voilà. Donc Montbrison, c'est au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est au cœur de la Loire. C'est à 40 km de Saint-Étienne à peu près. C'est une ville de 16 000 habitants. Retenez ce chiffre, 16 000 habitants. Je fais un parallèle avec la présentation qu'il y a eu tout à l'heure. Niort, c'est 50, 60 000 habitants. 60, oui. 60. Donc nous sommes vraiment sur un seuil de ville, retenu cœur de ville, de 16 000, où on fait partie des plus petites villes du dispositif cœur de ville. On a un centre-ville qui a plutôt tendance à perdre des habitants, même si globalement la commune en gagne et que nous sommes dans une région extrêmement dynamique. Un patrimoine absolument exceptionnel. J'ai entendu que vous aviez des visites dans le coin, là, entre vous. Mais venez à Montbrison, faites ce que j'ai fait. 6 heures de route pour venir vous voir ce matin, 6 heures pour repartir ce soir. Et en plus, on intervient les derniers. Donc, on va essayer de vous captiver. Et c'est un vrai plaisir de venir vous voir parce que vous allez voir à quel point, moi qui ne suis pas de Montbrison, j'y suis arrivé, j'avais 25 ans, j'en suis tombé complètement amoureux. Je suis maire de cette commune, président de Loire-Forêt Agglomération, une communauté d'agglos de 87 communes. Montbrison est la plus grande. On a 78 communes de moins de 2000 habitants. Et vous allez voir l'architecture que nous avons, et c'est une agglo qui est absolument fabuleuse. Et dans Montbrison, on a plus de 400 commerces, parce que la zone de chalandise de la commune, c'est 80 000 personnes. Et on a eu le plus beau marché de France en 2019. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Jean-Pierre Pernaut était venu faire un trésor chez nous, 250 forains, tous les samedis. Plus de 25 000 personnes viennent sur le marché chaque samedi à Montbrison. Pour vous donner un petit peu ce que ça peut faire dans une ville de 16 000 habitants. Donc vous doublez presque votre population tous les samedis, en fait. Exactement, mais très vite, hein, on a le plus grand collège de France. Non, mais je rigole pas. Plus de 1500 élèves, collège. On a le meilleur fromage de France, la Fourme de Montbrison. Attention, hein, parce que chaque région a ses fromages. Hein. Et on a le meilleur fromage. Et on a le meilleur fromage. Et on a le plus beau marché de France. Sur nos objectifs, c'est continuer à garder cette attractivité. On a un accroissement de population très régulièrement. C'est pas des buzz. On ne cherche pas à doubler la population non plus. On essaie de trouver les équilibres. Sur ce mandat-là, c'est 30 millions d'euros d'investissement public. Et on a 100 millions d'investissements privés. J'en reparlerai. On serait incapable de faire ce qu'on va vous présenter s'il n'y avait pas intervention du privé. On a énormément d'actions sur 5 secteurs prioritaires. On aura l'occasion d'en reparler. L'ancien hôpital Guy IV, qui a été une très très belle opération, qui a été transformée en foyer jeunes travailleurs. Et nous sommes en plein, on terminera l'exposé par ça, une première opération d'amélioration de l'habitat, pas tout à fait, des OPA, il y en a déjà eu à Montbrison, mais des OPA RU, de renouvellement urbain, c'est la première dans l'histoire de Montbrison. 9 millions d'euros d'aménagement d'espace public, ça c'est ce qu'on sait faire nous les maires, c'est facile. Refaire une place, refaire des routes, faire des écoles, faire des parkings, ça c'est facile. Requalifier des friches et aller dans l'habitat privé pour faire quelque chose de sympa dans une ville historique, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc merci Cœur de Ville.
Et puis on a des petits sujets, requalification de sites emblématiques. On a un château, propriété de la ville, que les municipalités précédentes voulaient vendre. Nous, on ne veut pas. Donc on vous dira ce qu'on va en faire. GG, dont on va parler, la colline du Calvaire, enfin bref. Venez voir, c'est super. Alors le site GG. Le site GG, alors qui connaît GG? Ah ben quand même, la poupée Caroline. Eh bien, la poupée Caroline, qui était l'ancêtre de Barbie, la poupée Caroline, qui était une des premières poupées qui marchait toute seule, était fabriquée à Moins, qui est devenu un quartier de Montbrison. On a fusionné les deux communes. À Moins, qui est une ville d'origine gallo-romaine, 2000 ans d'histoire, eh bien, il y avait GG, une usine, qui a embauché 1200 personnes dans une commune de Moins qui en avait à peine 3000. 1200 personnes ont travaillé à GG, ces poupées se vendaient dans le monde entier, mais Kevin vous expliquera tout ça tout à l'heure. GG, ça se trouve sur le plan, donc vous avez au nord le centre-ville de Montbrison, un axe qui descend sur Moins, qui est la commune qui est devenue un quartier, et quand on flèche ce quartier, vous avez l'étendue de ce site. En rouge, c'est le périmètre du projet, en vert, c'est la zone qui est à démolir, et qui prend une partie qui n'était pas dans le projet. Je ne vous cache pas que ce qui est chiffré 1, ça sera GG2. On commence par GG1, puis on fera GG2 plus tard. Et puis, on va passer à la slide suivante. Ça, c'est pour vous dire que c'était le leader européen du jouet des 30 Glorieuses, et je laisse Kevin enchaîner avec l'histoire de cette entreprise. L'histoire est importante pour GG. Un peu d'histoire. Donc, création de l'entreprise en 1933 dans le centre-bourg de Moins, le premier atelier qui est aujourd'hui devenu la place Germain Giroux, du nom de son fondateur. Le site qui s'est construit petit à petit à partir de 1942 avec parti pris architectural différents. On a même eu des cités GG qui sont devenus des logements sociaux plus au nord. Un site donc, qui a été leader européen du jouet, on l'a dit, jusque dans les années 80. Et le site sera acheté en partie par la ville et qui deviendra notamment le centre technique municipal que vous avez vu au nord sur la carte. Un projet qui a peut-être maturé pendant plus de 40 ans, mais on se concentre sur la période 2010-2020, avec un certain nombre d'études préopérationnelles, j'y reviendrai, des acquisitions foncières par l'établissement public de l'Ouest Rhône-Alpes, notre EPF, qui ont été décisives, et un projet qui s'accélère à partir de 2018. Le projet était bien ciblé dans la convention Action Cœur de Ville, avec notamment des acquisitions de terrain. Et en 2019, nous avons été lauréats de l'appel à projet Réinventons nos cœurs de ville, lancé auprès des 220 villes Action Cœur de Ville. Une cinquantaine de lauréats ont été retenus. On a été parmi les premiers à lancer l'appel à projet. Un appel à projet en 2 temps. Une première phase de manifestation d'intérêt qui nous a permis d'avoir 3 groupements. On en a sélectionné 2 ensuite, qui ont été donc challengés pour arriver au projet qui vous est présenté. Cette notion d'appel à projet, ville de 16 000 habitants, une friche de 40 ans, 1,5 hectare, un site remarqué et remarquable, pas question de démolir la totalité du site. Pour nous, c'était très compliqué. Et si dans nos centres-bourgs partout en France, on a des difficultés de renouvellement urbain ou de réhabilitation de friches, c'est que si le système était facile, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui de vouloir reconquérir nos centres-bourgs, récupérer la vacance de logement et réhabiter nos friches. Donc c'est des sujets compliqués. L'appel à projet et faire appel à l'intelligence collective en mettant autour de la table les investisseurs privés, les bailleurs sociaux, le politique, évidemment l'architecte des bâtiments de France, architecte de patrimoine, paysagiste, si on arrive à décentraliser tout ça, ça peut matcher. Eh bien, ça a matché. C'était l'objectif de l'appel à projet. Bien sûr, la réhabilitation, pas question de démolir la totalité du site. Différentes composantes, ça c'était le besoin politique que nous avions. Des logements, personnes âgées, familles, logements sociaux, en accession ou en location,
du logement d'accession libre. Des services, une crèche, un restaurant scolaire, des professions de santé, des commerces de proximité. Bref, un projet intergénérationnel, parce qu'il y a des petits, il y a des plus âgés, un projet de mixité sociale, un appel à partenariat, et ce qui était très important, et c'est pour ça qu'on vous a parlé d'histoire du site, c'est que quand vous avez une usine qui travaille, qui a 1200 salariés, dans une commune de 3000 habitants, qui est devenue une commune de 16 000 par fusion, vous imaginez bien que l'histoire est là. Moi, tous les jours, je suis encore vétérinaire et je soigne des chiens et des chats. Les clients, quand ils viennent, il y en a 1 sur 2 où le papa ou le grand-père a travaillé à GG. Il y a encore une semaine, suite à la pub que l'on fait sur le projet pour commercialiser aujourd'hui les logements, il y a une dame qui m'a apporté un livre collector qui fêtait les 25 ans de l'usine. Donc c'est très ancré chez nous et il fallait que ce site, les gens s'y retrouvent, y compris dans le projet. Donc il y a à valoriser la vocation passée de ce site. On va vous passer une petite vidéo pour vous montrer finalement le projet. Le poupon Christophe, la déesse téléguidée ou le petit physicien, 3 jouets emblématiques posés comme les jalons d'une entreprise qui ne veut pas, qui ne veut plus que les enfants s'ennuient. Tout ici est lié à la formidable aventure industrielle. Ici par exemple, ces entrepôts accueillant plus de 1000 personnes travaillant ensemble pour le divertissement des plus jeunes. Au temps de la pleine expansion, à la fin des années 60, l'entreprise GG est la plus grande entreprise française de jouets. Créée en 1933 par Germain Giraud, dans une civilisation pressée de devenir industrielle, fleuron du Montbrisonnais, fierté des entrepreneurs, l'entreprise GG amorce son déclin à la fin des années 80. Ok, si tout le monde me reçoit, on lance la démolition. Mais ici, nous construisons sur le passé. « 40%, donc c'est ça? Oui, oui, aujourd'hui il reste 6000 mètres carrés d'existants et on avait un peu plus de 10 000 aujourd'hui avec la partie du centre technique municipal. C'est un site d'1,5 hectare. 69 logements seront construits. Dans l'ancien bâtiment GG, celui qui est conservé, 30 logements locatifs sociaux, des T2 et des T3. Un immeuble avec 15 appartements en accession sociale, du T2 au T4, un immeuble avec 15 appartements en accession libre, du T2 au T4, et 9 maisons individuelles, T4, T5 avec jardin. 1500 mètres carrés de services, restaurant scolaire, crèche, pôle médical, une salle intergénérationnelle et 3 autres locaux en cours de commercialisation. 7000 mètres carrés d'espace extérieur, 2 nouvelles places publiques, donc l'une, c'est les petites flèches qui sont en bas, l'une qui est du côté rue et l'autre qui va accueillir un marché avec un préau et un jardin partagé. Sur le portage donc, du projet, une spécificité, on aurait pu faire une jolie concession d'aménagement
et donner tout ça. Ça n'a pas été le cas. Finalement, il y a 3 parties prenantes dans le projet. La ville, tout d'abord, qui est à l'origine du projet, et vous l'avez compris, qui était propriétaire d'une partie du site et du centre technique municipal que vous voyez en haut. Mais aussi, on porte certains aménagements en direct. Le petit polygone jaune en bas, c'est la fameuse place de marché avec le futur préau, que vous avez vu sur la vidéo. À l'est, à droite, vous avez l'avenue thermale qui longe le site, qui va être qualifié aussi par la ville en 2023-2024. L'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, acteur très important, qui lui donc a acheté à l'amiable 1 hectare de terrains non bâtis qui sont au centre et à l'est. Lui, il a porté les démolitions, des amiantages, des pollutions, c'était une part importante du projet de départ, et il revend pour partie à les villes, pour partie au groupement. Le groupement Loire Habitat, donc sélectionné à l'issue de la consultation Réinventons nos cœurs de ville, bien sûr, il porte la majorité du programme. Il achète à chacun des 2 autres acteurs, mais aussi après, il va rendre à la ville 5000 m² d'espace public et aussi les locaux bruts à aménager pour la crèche, le restaurant scolaire, qui vont être aménagés par la ville. Un zoom sur ce groupement Loire Habitat. Loire Habitat, donc c'est le bailleur social, un bailleur qui est bien implanté sur Montbrison, associé donc à Novim, qui est une société d'économie mixte, l'aménageur, et qui est l'acquéreur unique du foncier, qui porte un permis d'aménager et puis qui rétrocède les lots aux différents acteurs. 2 promoteurs qui se sont associés, c'est une expérience nouvelle pour eux, un sur l'immeuble en accession libre et SCF sur les maisons. En fait, les 2 promoteurs qui se sont associés sont toujours concurrents. Sauf pour ça. Là, ils se sont associés, donc ils nous ont apporté pas mal de... Ils ont un peu boosté le groupement. Loire Habitat est le bailleur social historique sur Montbrison, c'est vraiment celui qui est très très implanté chez nous. Le taux de logement social à Montbrison est de 26%. Pour vous situer le taux que nous avons, et nous continuons d'être dans cette optique-là. Voilà, je laisse Kevin poursuivre. Je souhaitais juste aussi revenir sur les équipes donc, qui sont en soutien des maîtres d'ouvrage. Un programmiste, c'est important de le dire, puisqu'on était sur un appel à projet. Et ça, on a eu des questions en phase d'appel à projet. Mais pourquoi vous voulez un programmiste? Vous l'avez défini, le programme? Non, on n'est pas sur de la commande publique. Même pour nous, c'était quelque chose de nouveau. On a vraiment appris, et je pense que les acteurs, ils ont vraiment appris à nous proposer un projet selon nos orientations et pas attendre que ce soit défini par la collectivité. Donc ça, on y tenait, c'était important. 2 architectes, certains qui ont travaillé sur les parties neuves, d'autres anciens, et très important, un architecte du patrimoine. C'est quelque chose qu'on retrouve maintenant quasi systématiquement sur nos projets. Soit nous, on en fera un, soit on en demande aux porteurs de projet d'avoir un architecte du patrimoine pour ce dialogue, notamment avec l'architecte des bâtiments de France. Quelques dates marquantes depuis l'appel à projet. Donc on a les fameux travaux de proto-aménagement qui ont été réalisés jusqu'à mi-2022. Ensuite, nous avons passé donc, le premier témoin au groupement Loire Habitat en leur vendant la partie du site. Ils ont commencé cet été donc, les travaux avec tout ce qui est terrassement, aménagement, en vue d'implanter les réseaux, et aussi le curetage du bâtiment qui est aujourd'hui terminé. Le maçon pour la partie réhabilitation attaque la semaine prochaine. Et donc, nous allons nous passer le relais plusieurs fois jusqu'à la fin 2024, jusqu'à l'automne 2024, pour la livraison finale. Alors, vous voyez qu'on vous a mis une photo qui va être accompagnée d'un film. Je vais vous faire sourire un petit peu, puis je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Chère madame, c'est un projet qui sort en 2024. Je ne cherche pas à le faire sortir en 2026. Je plaisante, mais les politiques ne cherchent pas forcément à faire sortir les projets au moment des élections. Il se trouve qu'il devrait sortir en 2024. Et ce projet-là a fait venir le président Macron. Alors, je ne suis pas macroniste, c'est pas le sujet, mais pour vous faire sourire, je vous expliquerai après la suite.
citer Emmanuel Macron. Ah bah oui. Hein. Non, en fait, dans l'organisation de Cœur de Ville, de Réinventons Cœur de Ville, dont on va peut-être vous parler bientôt, dans une ville de 16 000 habitants, je le redis, sortir un projet comme ça, c'est finalement assez novateur, parce que on est tout petit. On est tout petit et il faut beaucoup d'argent. Alors les défis qu'on a rencontrés pour gérer la complexité de ce site, on l'a dit un petit peu, un bâtiment d'envergure, difficile à rénover et à transformer, ça faisait 40 ans que c'était une friche. 40 ans que ça n'avait pas bougé, parce que ça faisait 40 ans que la ville n'avait aucun moyen de faire. Dans un périmètre archéologique, on est pile au milieu entre un théâtre antique de Moins, qui est lui pas très en forme, mais qui représente 2000 ans d'histoire, et le site de la chapelle Sainte-Eugénie, qui, le bâti et le terrain, sont classés monuments historiques. Un site qui était pollué avec de l'amiante et du plomb. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire pire, en fait. C'est déjà pas mal, hein, sur 16 000 habitants. Ensuite, on avait un gros problème. C'est vrai qu'il n'y avait pas de solvant, non, mais on a ça aussi. On a des entreprises de peinture qui nous ont laissé des beaux terrains. Ouais. On avait un petit souci, c'est qu'on était propriétaire que du bâti, c'est-à-dire ce qui est en vert foncé sur la diapo. Et vous avez la problématique des droits de vue. Vous avez vu que le bâtiment avait des grandes baies vitrées. Donc, si on voulait requalifier le bâtiment en logement, on ne pouvait pas. Donc, il fallait acquérir les parcelles autour. Bien évidemment, ça a été une négo extrêmement difficile. Heureusement que je soignais le petit équel d'une des propriétaires. Et je plaisante pas, c'est véridique. Ça a aidé à la négo. Et puis, on a associé bien évidemment l'architecte des bâtiments de France. D'ailleurs, nous avons changé d'architecte des bâtiments de France. On a commencé avec Pascal Francisco, on poursuit avec Monsieur Russia. Et on les a associés du départ, ce qui fait que le projet s'est construit petit à petit. Et vous avez là sur cette diapo la représentation d'un prototype de baie vitrée. Puisqu'en fait, ces grandes baies étaient à conserver telles quelles, il fallait garder l'architecture du bâtiment et il fallait qu'elles soient en bois. Eh bien, ils ont fabriqué le prototype en bois et pour voir ce que ça allait faire. Il faut savoir que les logements de la partie réhabilitée sont des logements principalement destinés aux personnes âgées. On a une analyse des besoins sociaux qui font qu'on a énormément de personnes âgées dans les années à venir, donc c'est à nous de nous anticiper. Et si vous êtes un peu âgé, quand bien même vous êtes jeune, et que vous essayez d'ouvrir les baies du milieu, c'est pas possible. C'est trop lourd, ça n'y arrivait pas. Donc les baies du milieu, finalement, ne seront pas ouvrants. Seules les parties latérales seront ouvrantes. Ce qui, pour le bailleur social, a été acceptable, puisque pour nettoyer les vides de l'extérieur, il fallait pouvoir quand même essayer de pouvoir le faire de l'intérieur. Donc ils sont en train de regarder ça. Mais on est allé jusqu'à un prototype pour vérifier les ouvrants des vitres. Le prototype était d'ailleurs en exposition il n'y a pas si longtemps, puisque pour rien vous cacher, on a déposé la première pierre hier, en grande pompe évidemment, juste avant que nous venions ici. Kevin, si vous voulez bien nous parler de l'héritage de GG. Donc, GG, on l'a dit, c'est un marqueur identitaire pour Montbrison et les Montbrisonnais. Le projet a été l'occasion de continuer cette histoire. Par exemple, pour les Journées européennes du patrimoine, on a pu faire une chasse au trésor et une exposition avec des artistes de street art pour les Journées européennes du patrimoine qui ont attiré un peu plus de 1000 personnes. C'était l'occasion de dire allez, on rentre une dernière fois dans GG avant que ce soit transformé. Dans le projet, comment on va le retrouver ? On va le retrouver dans la dénomination des rues, des bâtiments, bien sûr, dans le parti pris architectural, mais aussi on va avoir de la signalétique intérieure et extérieure. On vous a remis le logo de GG parce que si vous voyez le G de GG, on va en faire un jeu de loi géant sur la place du marché avec dessiné un certain nombre de jouets de GG, peut-être qu'il y aura ceux-ci, qui seront les cases du jeu de loi. Et maintenant, il faut que je me charge de faire la règle du jeu aussi, au passage. Oui, accessoirement. C'est pas le plus simple.
Est-ce qu'on peut accélérer, messieurs, parce qu'on est un petit peu contraint par le temps? Aucun problème. On va assez vite passer sur ces défis-là et aller à la diapo d'après, puisque au bout du bout quand même, il faut que le projet soit viable économiquement. Donc il faut s'en assurer la sortie. Une partie réhabilitation, je vous l'ai dit, une partie démolition, reconstruction, une partie construction neuve et aménagement. Donc différents opérateurs dans tout cela. On va pouvoir passer toutes les diapos d'après. Kevin, vous passez les photos puisque vous les avez vues en film. Et on en arrive à là. L'opération d'ensemble, c'est 19 millions d'euros, hors taxe. La ville, à peu près 4 millions. Epora, 2,3 millions d'euros. Et le groupement Loire Habitat, 13 millions d'euros. Le déficit global de l'opération, 6 millions. Et vous en avez la répartition. On a eu des financements sur ce projet et on a obtenu le plus gros fonds friche du département de la Loire, 1,5 million. Ça aide. L'action logement, qui est directement liée à l'opération Cœur de Ville, avec des subventions jusqu'à hauteur de 1,5 million pour les logements locatifs sociaux et 225 000 pour les logements en accession sociale. Et l'aide à l'ingénierie, qui est peut-être celle qui nous a rendu le plus de services, puisque pour faire un appel à projet et lancer la réflexion dans les porteurs de projets, on en avait 3, 2 qui ne sont pas retenus, 2 qu'il faut indemniser. Eh bien, vous avez le montant de l'indemnisation quasiment qui est là, puisque l'indemnisation, c'était 50 000 euros par candidat. 45. Pardon, 45 000 euros par candidat. Donc, ça, pareil, c'est des sommes, elles ne sortent pas du chapeau, mais si on veut qu'ils y travaillent vraiment, il faut les indemniser. Juste une précision sur les 4 millions d'euros ville, donc on enlève les 2,7 millions que la ville absorbe en déficit, c'est ça? Donc il reste 1,3 million. Oui. Non. Alors. Non, le 4 millions d'euros ville, c'est ce que nous mettons dans les équipements publics, restaurants scolaires, crèches. Et en plus, il y a 2,7 millions. 2,7 millions, c'est le déficit global de l'opération. Donc, pour que ce soit clair. Un petit mot là-dessus. Je ne sais pas si j'ai encore des collègues maires dans la salle, mais on a l'occasion d'en parler de temps en temps. Quand on parle habitat, politique publique, reconquête de friches, reconquête de centre-bourg, on a tendance à vouloir équilibrer les opérations. Elle ne s'équilibre plus. Enfin, dans ces conditions-là, elle ne s'équilibre pas, c'est pas vrai. Il y a du déficit. Donc on est capable, nous, de faire des gymnases, on est capable de faire des rues, on est capable de dire à des associations, je vais vous faire un super mur d'escalade, on est capable de prendre des décisions qui ne s'équilibrent pas. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la politique de rénovation urbaine doit rentrer dans nos politiques publiques et donc nous devons accepter de mettre de l'argent dans la réhabilitation du parc de logements ou des friches. C'est ma façon de voir. C'est pour ça que quand on a un déficit, on essaie de le réduire. On ne veut pas dire qu'on ne veut pas chercher des financements. Mais à un moment donné, il faut que ça coûte. Sinon, les opérations ne sortiront pas. Quand l'initiative privée n'est pas là pour sortir les opérations, il faut que le public prenne le relais, même si c'est en partenariat avec le privé. Je n'ai pas de problème avec ça, moi. Il arrive aussi dans les projets neufs qu'il faille équilibrer les bilans d'aménagement. Il n'y a pas que dans les renouvellements. Mais ça me gêne plus dans le neuf. Pour l'instant, on est plutôt dans éviter l'artificialisation des sols. On a un tel potentiel dans ce qui existe déjà que je me dis qu'avant de construire du neuf, il faut essayer d'aller sur nos centres historiques. Moi, j'ai 600 logements vacants. 600 logements vacants. Avant de m'occuper d'aller donner de l'argent sur du neuf, j'ai plutôt envie de donner de l'argent sur une OPRU que vous avez sous les yeux et dont je vais laisser Kevin en parler, puisque finalement, les OPRU, les renouvellements urbains, c'est des mini-GG. Oui, tout à fait. On s'appuie sur l'expérience GG. Donc là, vous avez deux illustrations sur un des îlots, des 3 îlots en renouvellement urbain qu'on va engager à partir de l'année prochaine. Vous voyez à gauche ce qui va être démoli. C'est assez peu. Là, vraiment, on est sur une opération à la dentelle qui va permettre un remembrement de 3 immeubles et de desservir une dizaine de logements avec ascenseur et en revalorisant fortement l'immeuble de droite qui est classé au site patrimonial remarquable de Montbrison. Donc l'expérience GG nous a servi parce que dès le début, on a associé à travers un appel à manifestation d'intérêt de type sourçage en bon français plusieurs bailleurs, promoteurs et aménageurs qui nous ont dit si nos propositions fonctionnaient ou pas.
On est avant l'appel à projet, mais ça nous permet d'optimiser aussi nos déficits, notre programmation, de bien comprendre le marché. Et finalement, ces problématiques de GG, on les retrouve aujourd'hui. On est en phase de maîtrise foncière. Hein. Ça a été long pour GG. Là, on va pouvoir mobiliser des outils comme les DUP, mais ça prend du temps, en particulier pour des collectivités de 16 000 habitants. Donc notre réflexion, c'est aussi comment on accompagne les autres territoires de la collectivité, les petites villes de demain, dans ces réflexions. On y reviendra. On retient le même mode opératoire pour les îlots que GG. On maîtrise, on fait les travaux de proto-aménagement et après on fait intervenir le privé, les bailleurs sociaux. Très bien, ça c'est possible à Montbrison parce qu'on a un marché immobilier dynamique. Par exemple, les aides Action Logement Cœur de Ville en 4 ans, c'est 160 logements qui ont été rénovés. On est bien placé dans le top régional, voire même national, mais ça reste des projets très coûteux. L'îlot que je vous ai présenté, c'est une opération à 2,3 millions d'euros, un déficit d'1,4 million. En plus, on n'a pas de chance, on ne coche pas les cases de l'ANA, on n'aura pas les dispositifs comme le RHI, résorption de l'habitat insalubre, etc. Donc ça veut dire que c'est encore un effort qui est fait par la collectivité pour faire ses démarches de renouvellement urbain. Donc là, la question qu'on se pose, c'est comment on l'étend à d'autres territoires qui n'ont peut-être pas cette dynamique ou d'autres collectivités de plus petite taille. Et puis il y a aussi un moment, une question de volume. Hein. Vous n'allez pas forcément pouvoir être présent, multiplier ce type de déficit sur tout un tas d'immeubles. Ah ben non, d'autant plus que depuis que l'électricité est passée de 70 € le mégawattheure à 500, ça pose problème. Bien, Kevin a planté le décor. Comment on s'organise pour que ce qui se passe finalement dans une île de 16 000 sur un territoire où il y a 87 communes avec 78 de moins de 2000 habitants, on arrive à le faire et comment aider les plus petites communes pour essayer de commencer à réfléchir sur ces rénovations de centre-bourg. Eh bien, on a la chance sur Loire-Fort-Agglomération d'avoir une ville cœur de ville, Montbrison, et 4 petites villes de demain. Chaque fois qu'on a une ville cœur de ville et une petite ville de demain, on a l'ingénierie financée par l'État à 50% d'un chef de projet. Le problème, c'est que les communes petites villes de demain chez nous, c'est Noir-Étable, 1500 habitants, c'est une centralité. C'est une centralité. Noir-Étable a un gymnase, elle a un lycée, elle a un certain nombre d'équipements autour d'une ruralité toute petite. Saint-Bonnet-le-Château, 2000 habitants. Bouin, 3500 habitants. Et Sur-Île-Comtal, 7000 habitants. Ces 4 petites villes de demain recrutent un chef de projet. Bilan du recrutement, 0 ou pas loin de 0. Pas de candidature ou des candidatures qui ne tenaient pas la route. Elles réessayent. Sury arrive à trouver, Noir-Étable pas du tout, enfin voilà. Donc on se dit on va faire autrement. Loire-Forêt va recruter, on crée un service de projet urbain, on les recrute, on les met tous ensemble dans un service qui est un service commun. Les communes payent le chef de projet à hauteur des 50%, mais tout le monde est dans le même service. Donc non seulement on arrive à recruter parce que le profil de recrutement est un peu différent à l'échelle de l'agglo, mais en plus on recrute un peu différemment les compétences des chefs de projet et on arrive à avoir une ingénierie qui tient à peu près la route qu'on met à disposition des communes. Donc c'est ce qu'on a fait. Et effectivement, on se retrouve... En fait, quand vous avez référents communaux, experts et techniciens de la plateforme de service, c'est les mêmes personnes. Chaque chef de projet est référent de sa commune. Kevin Brun, qui est au service commun maintenant, enfin à partir du 1er janvier, restera le référent de la commune de Montbrison. Mais il devient expert notamment dans les EPA-RU. Donc il aidera dans l'ingénierie du service les autres communes avec son qualifié d'expertise. Et comme on n'a que 5 communes labellisées, on en a 82 autres qui ne le sont pas, qui peuvent faire appel sous la forme d'une plateforme de service, l'utilisation de ce service commun. Donc on fait leurs premières études en interne, ils les payent à un prix qui n'a rien à voir avec des bureaux d'études, et au final, on commence la réflexion sur leur centre-bourg, quelle que soit la taille de leur centre-bourg, ce qui nous permet de construire un PLUI à 45 d'abord et à 87 tout de suite. Là, on est en train de partir dedans. Et on dit à l'État, peut-être que par moment, arrêtez de nous faire flic avec un logement qui se construit dans un hameau, même si la loi montagne interdit le logement dans le hameau, arrêtez de nous embêter avec ça. L'essentiel, c'est quand même d'aller travailler sur la vacance de logement et on vous montre que dans nos politiques publiques, on le fait.
Parce qu'on ne peut plus séparer aujourd'hui les documents d'urbanisme que sont les PLU ou les PLUI de nos politiques publiques. C'est intimement lié, même si dans le document d'urbanisme, ça y est pas. Donc il faut à chaque fois qu'on trouve le juste équilibre entre la rénovation et la construction neuve, on en parlait tout à l'heure, le besoin fort d'ingénierie et de financement pour les collectivités, et on ne peut pas ignorer l'impact de la zéro artificialisation nette, parce que ça, pour le coup, si on ne s'y met pas maintenant, on ne sera jamais dans les clous de l'orientation qui est donnée, au rythme où elle est donnée pour la loi plan climat et résilience. Merci beaucoup pour cette présentation top chrono. Merci. Alors, on n'a pas beaucoup de temps parce que la présidente du CAUE doit clôturer nos débats et elle a une contrainte, il faut qu'elle parte à 17h. On va prendre 5-7 minutes de questions, observations. S'il vous plaît, oui, une main se lève, Sylvain Grisot. Merci pour cette impressionnante démonstration. Vous faites ce que ne fait pas la NCT, c'est-à-dire associer Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Vous mutualisez les services, vous remplacez finalement l'État dans cette nécessité d'avoir une vision globale sur le territoire. Vous mutualisez des services, vous associez des compétences. C'est tout bon. Mais qu'est-ce que vous retenez et que vous pouvez partager là sur ce que vous allez refaire? Je pense qu'on l'a entendu. Mais ce que vous ne referez pas. Est-ce qu'on peut aussi partager les impasses, les problèmes que vous avez eus, les difficultés que vous avez eues à vous organiser là-dessus? Ah ben je sèche. Moi je referai. Ah ben lui, par contre. À l'opérationnel, souvent on s'en souvient. Sur GG, monsieur le maire l'a dit, on a eu un changement d'ABF. Donc on a eu parfois des petits détails sur la centaine de fenêtres à retoucher. Et il a fallu faire preuve de capacité d'adaptation, y compris pour le porteur de projet. Ce qu'on va faire dans nos appels à projets, notamment pour le Château La Chaise, on l'a évoqué, pour lequel là aussi on est encore réinventons nos cœurs de ville, deuxième session. Si on a fait un cahier d'orientation qui est travaillé avec paysagistes, architectes du patrimoine toujours, et puis aussi programmistes pour dire, voilà, quelles sont les possibilités, mais ce n'est pas un cahier de prescription, parce qu'on est dans un appel à projet, mais c'est dire, voilà, nous, ce qu'il est possible de faire, et pour encadrer nos débats, et aussi pour rassurer, parce que c'est problématique de GG, c'était ça, toujours rassurer l'investisseur. Le site, il est énorme, il y a de la pollution, il y a de l'amiante, il y a peut-être de l'archéo, il n'y en avait pas, bon, voilà, ça dépend. Ben là, si on essaie d'avoir des appels à projet, où là, vraiment, on a toutes les clés en main, et on va poser des jalons, et le dialogue aussi, il sera plus facile au fil des ateliers sur les futurs appels à projets. Ça, c'est vraiment un des enseignements que moi, je retiens. Plus on est préparé, plus c'est simple pour tout le monde. Donc en fait, il a intégré le patrimonial plus en amont. Encore plus en amont. Encore plus en amont. En fait, c'est un enseignement. Il ne vous a pas dit ce qu'il ne referait pas. Hein. Mais non, en fait, je suis pas... non, on n'a pas... Ça a tellement été construit de façon partenariale dès le début par déficience de moyens. Je dirais presque, on n'était pas dans une position où on a essayé des trucs et puis on n'avait pas les moyens d'essayer des trucs. Donc on est parti vraiment en s'entourant. Mais je reconnais, je ne suis pas là pour faire de la pub, ni pour Macron, je le répète, je n'ai pas de visée politique, ni pour... Mais le dispositif cœur de ville où on met les décideurs autour de la table à l'échelle déconcentrée et où le maire finalement, ou l'agglo a son mot à dire et il est suivi du départ, et quand il est suivi du départ, ça va jusqu'au bout, ça fonctionne. Autre question, observation? Oui, devant Nelly Thibault. Ici, juste devant, au premier rang, s'il vous plaît. Là. Oui, moi j'avais une question sur un de vos premiers slides sur le montage d'opération avec un des opérateurs. Vous avez signifié que vous gardez en VFA en fait la partie crèche, etc. Est-ce à dire qu'en fait le mode de fonctionnement de Réinventons nos cœurs de ville avec un opérateur en fait se permet un peu de sauter ou enjamber la question des marchés publics et vous ne pouvez pas en fait aller faire la crèche jusqu'au bout. C'est-à-dire vous êtes obligé de faire une autre consultation pour faire les aménagements, donc c'est un peu pas trop efficient. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit problème juridique là, à se faire requalifier en marché public alors que vous êtes passé que par les appels à projets?
C'est un peu technique, mais on voit bien l'importance de votre question. Parce qu'en fait, avec Action Cœur de Ville, il y a beaucoup d'inventivité des process, justement, par rapport à ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, la question des calendriers, des délais, de la vacance, etc. Et moi, deuxième question, c'est justement avec Petite Ville de demain et Action Cœur de Ville, l'intérêt, c'est peut-être essayer de faire bouger l'ANA, parce qu'on voit qu'ils ont des dispositifs d'une complexité juste hallucinante. Tirori égale 10 ans, donc on oublie. Avec ce qui nous attend demain, parce que vous exprimez très très bien sur la capacité à renouveler du patrimoine qui est là et qu'on peut restituer pour les habitants dans du patrimoine existant, les outils d'ANA, ils sont quand même pas, ils sont un peu du passé. Donc comment on peut faire pour faire bouger Il faut appeler Valérie Mancret-Taylor déjà et demander un rendez-vous avec elle, mais sur la question des marchés publics et de la VFA. Alors, quand on disait on a besoin d'ingénierie, c'était typiquement pour bien comprendre cette frontière entre l'appel à projet et le marché public. On a été accompagné par la CET, filiale de la Caisse des dépôts, qui nous a beaucoup aidés. Déjà, il y avait la question du volume. Là, on est sur un périmètre d'1,5 hectare. Les crèches qui fait 400 mètres carrés, le restaurant qui fait 250 mètres carrés, ça va, mais il fallait bien les isoler, les sortir de l'appel à projet. C'est pour ça qu'on a ce montage. On n'aurait pas pu, effectivement, leur demander d'aménager la crèche clé en main pour nous. Il fallait vraiment dissocier eux et nous. D'où ce montage, effectivement, vous l'avez souligné, en VFA. Merci pour la réponse. Allez. Pour l'ANA. Alors, on les bouge. Dans le département de la Loire, par exemple, Kevin monte la première convention qui doit être signée par le département, l'État, l'Agglo et la ville de Montbrison. J'appelle le département pour dire accélérez un peu, faites pas comme d'habitude, le département, bougez-vous. Désolé, ils sont un peu longs des fois dans les process. Et passer ça en délib rapidement au mois d'octobre. En août, l'ANA décide de changer de modèle de convention, il faut tout refaire. Donc là, je ne me gêne pas. J'ai appelé la préfète, SMS à la préfète, Madame la préfète pouvait intervenir à l'ANA. Kevin appelle son homologue de l'ANA en disant « Oula, tu vas te faire engueuler parce qu'il faut aller vite ». Et finalement, ça s'est allé assez vite. Deuxième intervention, c'est le réseau de cœur de ville au national, où à Roland-Michel Blaiseau, je lui dis régulièrement « Bougez l'ANA, c'est pas possible. Dans le dispositif cœur de ville, tout fonctionne, mais l'ANA, c'est un truc... je ne sais pas si vous avez vu les tableaux de subvention de l'ANA, mais c'est... J'ai passé la nuit pour comprendre. Hein. Allez, une dernière question, oui. Alors, une question sur la résorption de la vacance, parce que, voilà, malgré tout le volontarisme que vous semblez y mettre, malgré l'OPA-RU, on sent bien que sur les 600 logements vacants actuellement chez vous, vous ne pouvez en mobiliser qu'un tout petit nombre, et avec des montants importants. Et donc, effectivement, avant d'aller consommer autre chose, comment faire pour mobiliser cette vacance ? Parce que forcément, ça appartient à du privé. Et quels outils on peut avoir pour remettre dans le circuit ces logements ? 600 logements vacants qui se sont constitués au fil de dizaines d'années. On va en mobiliser 150 sur ce mandat. Donc c'est pas, avec le mécanisme que vous nous avez présenté. Avec le mécanisme, puisqu'il y a 4 îlots, on vous a présenté juste un exemple, mais en fait, voilà. Donc, mobiliser 150, ça ne veut pas dire qu'ils seront finis sur ce mandat, les 150, sauf qu'on est dessus. Donc, des moyens très importants, ça c'est indéniable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire ces orientations d'aménagement, il y a une étude Loire-Forêt qui a été portée sur le besoin des familles et quel type de logement elles voulaient. Donc, il faut qu'on dise à nos marchands de biens, arrêtez d'acheter pour faire des T1 qui vont être loués à des moments très... Soit à des personnes où ils touchent des aides sociales, et il en faut des logements sociaux, mais pas ce type-là. Moi, ce que je souhaite, c'est si un bailleur social vient en centre-ville, ça me va très bien. J'ai pas de problème. Mais les marchands de biens, ça me va beaucoup moins bien. Ou alors, ils me font des typologies de logements qu'on leur a dit. Et clairement, aujourd'hui, on développe des T3, T4 dans le centre-ville de Montbrison. On associe à ça tout un arsenal de subventions ville, de plans façade, de plans ascenseurs pour faire revenir les personnes gênées en centre-ville. Voilà. Donc la problématique du commerce par lequel il faut rentrer pour accéder dans les étages, on l'a à plein but. Donc il faut qu'on achète plusieurs immeubles les uns à côté des autres, que l'on remembre. Comme le privé n'y va pas, c'est nous qui allons, d'où l'idée des ULO. Mais on mobilise. Mais c'est une vraie volonté où on a inscrit dans le plan de mandat 4 millions d'euros destinés au renouvellement urbain. Comme on mettrait 4 millions d'euros dans un gymnase. Ben, on ne les mettra pas dans un gymnase, on les mettra là.
Oui, Kevin, une précision? Sur les aides Action Logement, c'est un vrai outil pour nous, puisqu'à un moment donné, il faut que la mairie mette un coup de tampon sur le projet avant qu'il passe au niveau national. Maintenant, je vous prends un exemple. On a une maison de ville, 3 niveaux 100 mètres carrés. Oh, je vais vous faire 10 T1, 10 T2. Avec l'adjoint à l'urbanisme, on a rencontré le porteur de projet, son architecte, on lui a dit, on comprend la rentabilité. Il n'y a pas de problème. Mais nous, notre étude, elle nous montre qu'on a 50% de T1 et de T2 en centre-ville. Là, à un moment donné, c'est pas possible. Et il a retravaillé son opération. Au 2e étage, il a conservé ses T1 parce que pour les étudiants, ça allait très bien. En rez-de-chaussée, en plus, il avait une cour arrière. Il a fait 2 logements pour les personnes âgées, parce que ça, c'est aussi une cible très importante parce qu'on a un vieillissement de la population important à Montbrison. Et on a eu un mix de T2, T3 sur le 1er étage. Donc ça, c'est des outils. Ce dialogue, on l'instaure de plus en plus. On fait des réunions régulières avec les professionnels de l'immobilier. Ils ont partagé les études cœur de ville. On les a mobilisés pour le plan façade, pour notre OPARU. Et à chaque fois, on envoie le message. Et on voit qu'on a de plus en plus de porteurs de projets ou même des entreprises, des prestataires qui reviennent vers nous et disent « Ah, mais l'agent immobilier, machin, il nous a parlé des aides cœur de ville. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?» Et en même temps, quand on leur parle de « Voilà la subvention, ce que vous pouvez mobiliser », dire « Attention, qu'est-ce que vous voulez dans votre projet ? Ah, vous voulez ça ? Bon, ça nous correspond, ça nous va bien. Ah, vous me dites beaucoup de T1 ? Il va falloir qu'on se voit à un moment donné. » Et peut-être une dernière question, une toute petite dernière question ou observation. Oui, une main se lève derrière. Toute petite dernière question. Hein. Oui, c'est juste une petite question. Est-ce que ça a changé votre vision sur le suivi du foncier sur votre commune ou même au terme de l'intercommunalité ? C'est-à-dire qu'on a entendu que pendant 40 ans, il ne s'était rien passé sur cet espace GG. Il n'y avait pas eu d'anticipation. Est-ce que, sans être sur des projets qui vont sortir dans les 10-20 ans, est-ce que vous avez un nouveau suivi du foncier qui vous permet de mettre en place des outils pour ce qui se passera dans 40-50 ans ? Il y a 2 questions dans votre question. Ça n'a absolument rien changé à ma vision du foncier. Je suis arrivé en 2014 comme un dingue et je voulais clairement renouveler ça. Le projet GG... Arrivé en 2014, c'était la priorité. Bon, il a fallu acquérir les parcelles, comme je vous l'ai expliqué, ça a pris un peu de temps. Sur le centre-ville, c'est une volonté du départ. Donc je me suis construit, moi je suis arrivé en 2014, je suis vétérinaire, donc j'y connaissais rien. 2014, on fait l'espace public, on était aux portes d'avoir un taux de vacances de logement qui était énorme. Enfin, on n'était pas aux portes, on avait un taux de vacances de logement énorme, et on avait un taux de vacances commercial qui dépassait 12%. Aujourd'hui, on est à moins de 8. On a créé des tas d'outils et on a fait l'espace public, ce qu'on sait faire. Et maintenant, on passe à l'étape supplémentaire qui est le logement privé. On a un peu travaillé, on a appris, on s'entoure de collaborateurs compétents et on finit par sortir des trucs. Mais en ce qui concerne ma vision, non, elle n'a pas changé. Les outils de l'agglo, carrément. C'est une révolution, un agglo. C'est carrément une révolution. Et le mieux, c'est que les agglos, les grosses machines, qui finalement, il y a tout pour les grosses communes, il n'y a rien pour les petites communes, ce débat-là, nous, on l'a encore des 4 abougris qui ont envie d'exister au conseil communautaire, mais les 83 autres, on les emmène avec nous parce qu'ils ont bien compris que sans les agglos aujourd'hui, il n'y aurait plus une seule petite commune. Eh bien, on va rester sur cette... phrase, monsieur le maire Christophe Bazile, maire de Montbrison et de la fameuse... C'était Montbrison, c'est génial. Ça, on a bien compris.